Bien, merci beaucoup pour cette opportunité donc de parler après autant d'autorité sur la question de l'intelligence artificielle, de quelque chose qui est lié mais également différent, qui est donc relié à la revue de recherche de l'ENSIB qui s'appelle Balisage, dont vous voyez l'incarnation en ce moment devant vous sur le site de Prarial et qui, dans son numéro 6, qui vient de paraître, évoque les 30 premières années du web, ce qui correspond aussi aux 30 années de l'ENSIB, qui évoque ici le Big Bang dans les institutions de savoir, avec une série d'articles regardant divers aspects, dont j'ai avec moi deux des gens qui ont assuré la collection des textes et leur préparation, la co-direction, avec Benoît Éperon qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc moi je suis surtout là à en faire valoir. Je suis directeur de la recherche de l'INSIB, mais c'est mon voisin qui a créé cette revue, ou du moins l'a aidé à le créer. Elle a eu l'idée fondatrice il y a quelques années. C'est fermement dans leur domaine que se situent ces questions. Donc peut-être que sans prendre trop de temps, je vais passer la parole à mes deux voisins, mais j'aimerais quand même d'abord évoquer une information récente par rapport à cette revue, et ça, c'est qu'elle va basculer vers Open Edition, puisque elle a été acceptée parmi les revues de cette plateforme, ce qui donnera, on l'espère, une plus grande visibilité et un accès plus aisé à ces numéros. Ça, c'est quelque chose dont on peut être particulièrement fier. Et on a déjà les deux prochains numéros qui tourneront autour de la désinformation, qui seront sans doute les deux premiers à aller nativement sur Open Edition, mais tous les autres numéros le suivront immédiatement. Donc voilà, je vais peut-être passer la parole à mes voisins pour un peu évoquer ce dossier, ses idées, etc. Si, ça a l'air de marcher. Peut-être deux mots sur la revue Balisage aussi, Malcolm. J'espère que tout le monde la connaît, mais j'en suis pas persuadé. Donc, c'est une revue qu'on a voulu être d'une part la revue de recherche de l'école, et une revue qu'on a voulu aussi se développer à l'articulation de deux axes, qui sont les sciences de l'information et de la communication. Les sciences de l'information de manière privilégiée ici, l'information, documentation, bibliothèque. Et puis, deuxième axe, c'est plus une anthropologie historique du savoir. Et tout simplement parce que, d'une part, il nous semble que ce créneau n'est pas vraiment occupé actuellement en France. Il y a une revue d'anthropologie du savoir, ça c'est vrai, mais c'est vraiment focalisé sur cette démarche-là. Nous voulions et nous voudrions, parce que c'est un projet qui se construit, bien évidemment, que l'on ait aussi une perspective historique, et puis qu'on croise cette dimension-là vraiment avec les sciences de l'information, au sens plus traditionnel du terme. Et on est parti du principe qu'il y avait là une sorte de champ qui était resté peut-être un peu implicite et qu'il fallait cultiver, et qui est porteur en fait de plein de possibilités. Et puis au sein de l'école, nous partageons nos enseignements entre les historiens. Malcolm est historien, et les sciences de l'information, la communication, et moi je suis en infocom. Et nous avons trouvé utile, même nécessaire, de croiser les deux disciplines le plus possible. Ce n'est pas toujours absolument possible, mais on s'emploie quand même le plus possible à les croiser. Donc il y a des numéros là on avait commencé quand même avec une orientation très sciences de l'info. Et de plus en plus, donc l'objectif initial va être mis en place, et qui est véritablement un croisement entre sciences de l'info et de l'infocom. Et puis l'histoire et les prochains numéros vont tout à fait dans ce sens-là, puisqu'ils sont coordonnés à la fois par un historien et par un infocom. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, qui, je pense,
est assez nouveau, en définitive, et est notre manière à nous de cultiver la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité, en l'occurrence. Des choses dont on parle beaucoup, qu'on aime valoriser, mais qu'on pratique beaucoup moins en règle générale. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui dans ce monde qui a besoin de prendre une distance temporelle, et l'histoire nous l'offre, et qui a besoin de s'intéresser aussi à des questions qui sont des questions vives, des questions lourdes, comme celle de l'intelligence artificielle, hein, qui est au programme de cette biennale du numérique sur ces 2 jours. Alors pour ce qui est du dossier, comme l'a souligné Malcolm, il y avait une convergence entre les 30 ans de l'ENSIB et les 30 ans du web. C'était peut-être un peu facile, mais en même temps, c'était un peu inévitable de se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé depuis, notamment en relation avec les institutions de la culture. Donc comment le web interpelle les institutions de la culture, comment les institutions de la culture aussi, à leur manière, se saisissent du web et interpelle le web aussi. Donc, il y avait ce double questionnement-là qui nous semblait potentiellement riche. Il y a d'autres collègues ailleurs que nous ne citerons pas, même si c'est des gens que nous apprécions beaucoup, mais qui sont en train de développer la même logique de réflexion que nous, la même perspective. Ça ne fait que renforcer la nécessité de s'intéresser à cette question des 30 ans du web, en l'occurrence. Ils utilisent aussi l'expression, donc vous retrouvez ça facilement sur Internet. Et on trouvait avec Ghislaine et Benoît que cette convergence n'était pas une concurrence, en fait, c'était tout simplement une complémentarité, et que ça montre dans les 2 cas toute la pertinence de la question. Et je crois qu'il faut, et on est parti du principe qu'il fallait... qu'il fallait revenir sur cette dimension temporelle du web. 30 ans, c'est quand même important. Et 30 ans, ça permet de poser les choses, ça permet de réfléchir, ça permet de prendre de la distance, et ça permet, d'une certaine manière, un peu de faire des bilans. Et par rapport à la recherche, par rapport à la question de la montée en puissance des GAFAM, par rapport à la question du livre, etc., ou de la BNF, pour ce qui nous intéresse de manière très précise aussi dans cette maison, il y avait là tout un pan de la réflexion qui était à creuser, et plein d'autres d'ailleurs, hein, parce que par définition, les quelques articles de ce numéro, même s'il est assez complet, n'ont absolument pas pour vocation à tout dire d'un sujet qui est immense potentiellement. Donc c'est plutôt une manière d'interpeller, de dire voilà, il faudrait travailler là-dessus, continuer à travailler là-dessus. C'est une manière de semer quelques germes, me semble-t-il intéressant, et pour aussi que cette question soit reprise en main, soit travaillée, et parce que c'est une question très riche, et que il est vraiment nécessaire, par rapport au numérique, de le sortir du présentisme, hein, comme dit François Hartog de manière plus générale, hein, c'est un historien, mais il parle de présentisme, et je trouve que cette notion-là, elle qualifie bien notre société, le type de société dans laquelle on est, et c'est aussi dû, en partie, au monde du numérique que nous construisons. Mais il n'est pas que présentisme, le monde du numérique. Il a aussi une profondeur, et donc il faut lui restituer cette profondeur. Je pense que restituer cette profondeur, c'est absolument essentiel. C'est ce qu'on a essayé de faire. On essaiera de le faire autrement à d'autres moments dans cette revue. C'est indispensable. Oui, alors je vais compléter un petit peu, parce que c'est vrai que quand on a lancé cette idée de numéro, c'était l'idée aussi d'avoir une réflexion un peu stratégique sur les renégociations qui ont eu lieu pendant 30 ans entre les institutions héritières de la production, diffusion du savoir, et puis tous les paradigmes qui ont traversé notre espace, hein, que ce soit le web participatif, que ce soit le web open, l'open science, que ce soit aussi effectivement la production par des institutions qui ne sont pas labellisées comme experts dans la construction des savoirs. Donc on voit que les rôles se sont renégociés. Donc on avait 2 axes dans ce numéro. Un axe plus justement d'économie politique, stratégique, de voir comment les choses se sont redistribuées en termes de compétences, de domination aussi, en termes
de production et de circulation des savoirs. Et puis on avait plus effectivement un axe innovation de service, c'est-à-dire comment on a vu naître des services innovants qui se sont imposés, qui deviennent des services de référence. Voilà. Alors globalement, moi j'étais un petit peu déçue quand même je le dis, parce que des réponses qu'on a eues, on s'est rendu compte quand même que bon, c'est une revue en infocom, mais qui accepte aussi, qui est multidisciplinaire, hein, mais il y a peu quand même de recherche stratégique un peu dans notre milieu, et ça renvoie à la table qu'on a eue précédente, hein, de discussions précédentes. Je pense que quand vu les bouleversements quand même que le numérique apporte dans la production, circulation des savoirs, et puis les usages et les pratiques de nos usagers, de nos lecteurs, je pense qu'il n'y a pas assez de vision un peu stratégique de ce qui se joue. Et moi, bon, on a eu des textes intéressants et on va en reparler, mais finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça du côté stratégique, géopolitique, vision un peu de surplomb dans cette redistribution des autorités, notamment. Voilà, c'est une petite remarque, mais bon, voilà. Mais ceci dit, on a eu de très bonnes contributions. Et puis le deuxième axe, c'était donc sur l'innovation de service. Et là aussi, on a eu des très bonnes contributions de la Bibliothèque nationale. Et puis, on va en reparler un petit peu peut-être. On ne va pas vous expliquer. Il y a 6 contributions, je pense, dans l'article. On peut peut-être les montrer. Moi, je vais insister sur quelques-uns qui m'ont quand même bien interpellée, parce que je connaissais déjà un peu les travaux des chercheurs. Donc, c'est d'une part, effectivement, sur le premier axe plutôt stratégique, l'économie politique du web, ce sont les contributions de Guillaume Cyr, qui est donc maître de conférence à l'Urfist de Toulouse, maintenant, je crois, et de Nikos Smirnaios, qui, lui, est professeur à Toulouse aussi, je ne sais plus exactement. Voilà, mais en tous les cas, c'est deux collègues qui nous ont donné des contributions intéressantes et qu'on vous encourage à lire. Le premier étant revenant sur ce qui s'est passé avec le livre numérique et les tensions et les négociations qui ont lieu entre l'IDPF, qui est un organisme qui a été monté effectivement par les éditeurs à l'époque, et le W3C, donc 2 communautés qui se croisent autour de livres numériques. Et cet article retrace d'une façon intéressante toutes les tensions, les négociations et finalement l'absorption de l'IDPF par le W3C. Donc des problèmes de normalisation autour du livre numérique que nos collègues de Cairn connaissent très bien et qui ont conduit finalement à ce que l'IDPF se fonde dans le W3C avec par derrière les enjeux que portent aujourd'hui les interfaces de lecture, puisque l'IDPF a mis en place des formats, mais le W3C normalise le HTML, et c'est le HTML5 qui a été finalement qui a dominé le marché. Et les éditeurs ne pouvaient pas s'écarter finalement d'un marché technologique que sont les navigateurs web, et que finalement on a une espèce de domination des standards du web sur les standards du livre numérique. Et l'EPUB aujourd'hui, le format EPUB étant effectivement complètement compatible avec HTML5. Mais je ne suis pas hyper spécialiste de ça, mais il y en a certainement dans la salle. Mais voilà, avec une réflexion intéressante, donc cette tension, et puis il nous retrace tout ce qui s'est joué à partir d'un corpus de données qu'il a, d'entretien, de suivi, de séances de travail du W3C. Et puis, il en vient à dire que le livre numérique, finalement, c'est un livre avec un site web clôturé et paginé. C'est pas plus que ça, finalement, vu du point de vue un peu du format EPUB. Hein. Donc voilà, c'est des choses intéressantes, et je trouve que là, on voit bien les tensions entre acteurs du contenu et acteurs de la technologie, et là aussi des rapports de force intéressants qui ont amené à des reconfigurations dans la normalisation du livre numérique, en tous les cas. Et puis le deuxième article, moi, qui m'a... Bon, effectivement, je connaissais un peu les travaux de Smirnaios, donc Nikos, qui renvoie aussi au problème de la presse, négociation de Google News avec la presse française, et tout ce qui s'est joué autour de cela, donc maintenant, il y a quelques années, hein, mais qui a été effectivement des rebonds, et qui met en évidence la force de la négociation collective en France, parce qu'on a gagné par rapport à d'autres, à négocier avec Google News, contrairement au Canada, là, apparemment. Enfin, on reviendra sur ce qui se passe au Canada, puisque Thomas en parlait la table ronde précédente, mais par rapport à ce qui était en Australie, en Espagne, la presse a perdu, et finalement se trouver déréférencé dans Google News n'a pas imposé finalement une négociation intéressante, alors qu'en France, le fait de construire... D'abord, d'avoir des autorités de régulation fortes, hein, qui ont agi, et puis avoir des associations professionnelles autour de la presse, la PIG, je crois,
et puis bon, l'Arcom qui a aussi régulé, je pense, à l'époque. Enfin, l'article défend l'enjeu d'une négociation collective face à ces géants du web, qui captent la valeur des médias traditionnels. Et en plus, on fait état quand même aujourd'hui, il y a plus de 3 millions d'euros, je crois, je ne sais plus ce qui est dit, qui va être versé à la presse française, qui est reversé par Google sur l'ensemble des médias français. Avec des disparités. Et là, l'article est plus pessimiste sur le fait que cette négociation collective s'est un peu émiettée parce que les contrats avec Google sont de gré à gré. En fait, chaque quotidien négocie individuellement un contrat de rétribution avec Google. Donc là, je crois que l'union a perdu de sa force quand il s'agit de préciser le montant que Google devait reverser à chacun des acteurs de presse. Voilà, moi, c'est des... Bon, après, il y a eu d'autres, mais peut-être sur la deuxième partie, on pourrait aussi... Oui, peut-être insister sur l'article de Valérie Schaffer et Sophie Jebeil qui reviennent sur leurs travaux, leur expérience. C'est une sorte de retour d'expérience, mais de chercheurs. Sur les travaux qu'elle mène sur le web et en tant qu'historienne et comment elles utilisent en fait le web comme source aussi. Et puis c'est une réflexion que moi j'ai trouvé particulièrement intéressante sur le rapport entre l'historien et puis les institutions qui sont les institutions de la culture et de la mémoire, que ce soit l'INA et la BNF notamment. Et elle montre bien que le rapport entre le chercheur et ses institutions est en train peut-être de bouger, de se déplacer. Et que pour l'historien, il y a une nécessité de plus en plus de construire des corpus qui sont des corpus lourds. Et que construire ces corpus lourds, l'historien ne peut pas le faire tout seul. Et donc il faut qu'il le fasse en collaboration de plus en plus avec ces institutions-là, ce qui modifie aussi les rapports de pouvoir entre l'historien et l'institution. Et donc il y a des renégociations qui ont été faites, il y a des renégociations aussi de la définition de la relation qui sont en cours. Et donc ça, en soi, c'est déjà intéressant, cette question de la relation entre l'historien et l'institution. Et il y a une deuxième chose qui, à mon sens, est très intéressante, c'est qu'elle montre, notamment par rapport à la Covid, mais pas seulement, qu'en fait, il faut commencer d'emblée à penser, dès que l'événement a lieu, il faut penser à la manière de l'archiver. Et donc, il faut construire presque l'archive en parallèle à la construction de l'événement. L'événement se construit, et l'événement se construisant, il faut construire l'archive de l'événement pour pouvoir parvenir ultérieurement à se saisir de l'événement. Et là aussi, il y a un positionnement à la fois de l'historien et de l'institution, parce que l'historien ne peut pas se faire archive de l'événement tout seul. Il ne peut le faire qu'en s'appuyant sur la puissance de l'institution. Et là aussi, ça demande tout un travail de relation et un travail qui est aussi une sorte de vigilance entre l'événement, lequel, et puis la manière dont on va se saisir de l'événement à travers ce faire archive qui devient presque concomitant avec la construction de l'événement. Et là aussi, je ne sais pas si on est dans une sorte de déclinaison du présentisme de Hartog, mais en tout cas, on est dans un moment qui est quand même assez passionnant, mais en même temps peut-être périlleux intellectuellement, où on va construire la mémoire de l'événement en même temps, ou quasiment en même temps qu'on construit l'événement, ou que se construit l'événement par ailleurs. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ça veut dire que le faire mémoire que l'on est en train de construire sur l'événement va quelque part être réintégré globalement à l'événement. Donc, une des questions qui se pose, c'est l'autonomie entre le faire histoire et le faire événement. L'idée traditionnelle du faire histoire, l'historien me confirmera ou pas, mais c'est quand même l'événement passe, l'historien repasse, si j'ose dire, alors que là, le travail est concomitant. Et là, donc, dans cet article, je veux dire, il y a un certain nombre de questions, au moins ces deux questions-là, qui sont vraiment des questions clés, des questions vives, et qui sont très bien mises en scène par l'article. Le deuxième article sur lequel je voulais revenir, et puis tu termineras peut-être sur Emmanuel Bermès et puis la BNF, importante la BNF pour cette maison, hein. C'est l'article de Camille Rollins. Son geste peut paraître un peu anecdotique. Il revient sur Petite Poussette de Michel Serres. Il en opère une lecture, qui est une lecture actuelle, et en même temps, il revient sur les critiques
qui ont été émises, 3 critiques, une critique d'un sociologue, une critique d'un spécialiste des sciences de l'éducation et une critique d'un philosophe politique. Et il crée une sorte de tension entre, au fond, ce qui était peut-être un geste un peu plus subversif qu'on pouvait le supposer quand Serres a écrit Petite Poucette, dans le sens où Petite Poucette, on peut le prendre comme quelque chose, comme un texte un peu naïf, qui suppose que dès lors que le savoir est disponible, tout s'ensuit. Ou plutôt, dès lors que l'information est disponible, le savoir s'en suivrait. On va plutôt le dire comme ça, et naturellement, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'information qu'il y a du savoir. Le savoir, la connaissance, c'est une construction qui dépasse la seule disponibilité de l'information. Mais en même temps, on peut supposer peut-être que chez Serres, il y avait cette envie, à travers ce positionnement, de déstabiliser l'institution et les institutions de savoir. Peut-être qu'il y avait un geste subversif. Et je pense que, d'une certaine manière, ce que dit Rollin revient aussi à montrer ce geste peut-être potentiellement subversif qu'on avait peut-être passé un peu sous silence et qui était peut-être sous-jacent au geste de Serres. Et en même temps, il montre très bien que, oui, les gens qui font des sciences sociales se sont ressaisis de ce que disait Serres pour le recadrer en disant non, c'est bien évidemment bien plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'il y a une disponibilité de l'information qu'il y a une construction du savoir. Et donc, ils ont développé chacun sa thèse et une multiplicité d'arguments et de critères qui permettent de la critiquer. Et je crois que l'article de Rollin, c'est intéressant pour que, justement, j'ai l'impression, mais ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui qui le dit, mais qu'il y a constamment cette forme, alors, ou de naïveté assumée, ou de naïveté qui est peut-être plus stratégique, ou peut-être parfois pour certains une complète naïveté, qui laisse à penser justement que la disponibilité de l'information serait la construction d'un savoir. Mais après tout, c'est aussi une question qu'on peut renvoyer à l'intelligence artificielle, me semble-t-il. Donc il y a une actualité là d'une question qui est soulevée d'une certaine manière par Camille Rollin, mais qui est toujours vive, à mon sens. Voilà. Donc je pense que c'est un article qui vaut le coup aussi d'être médité. Tout à fait. Et puis pour finir, on ne va pas vous imposer la revue des 6 articles, mais Emmanuel Bermès a aussi fait un article intéressant parce qu'une mise en perspective en 30 ans des nouveaux services mis en place par la Bibliothèque nationale de France et qui pointe le positionnement évolutif d'une grande institution de savoir comme la BNF dans le contexte numérique, avec effectivement à la fois tout un ensemble de services qui répondent à une médiation effectivement des collections par le numérique, et aussi la préoccupation majeure de l'intégration des documents numériques dans le rôle de la Bibliothèque nationale de France. On pense aux archives du web, et puis l'implication effectivement du dépôt des documents numériques. Voilà, donc il y a cette double entrée, l'outil de médiation, le numérique comme outil de médiation pour les collections de la Bibliothèque nationale de France, et puis se préoccuper du document numérique dans une mission effectivement patrimoniale nationale. Donc ça, c'est 2 réflexions intéressantes, avec l'idée effectivement aussi d'interroger la notion de collection, le concept même de collection dans un univers numérique qui effectivement est au centre quand même des missions historiques de la Bibliothèque nationale. Voilà, on vous encourage, moi j'en dirai pas plus, mais je crois que c'est des... Alors évidemment, forcément on n'a pas tout couvert, mais on est content. C'est une série d'articles quand même qui ouvre de vraies perspectives de compréhension, même si en effet, il n'y a pas une synthèse large, il y a beaucoup de choses qui pourront servir, au contraire, à une réflexion large qui le construirait. Je me permets aussi d'indiquer que, alors ce n'est pas le cas avec ce numéro, mais c'est quelque chose que nous cherchons à développer. Nous aimons aussi avoir donc des témoignages des articles qui sont aussi provenant d'une expérience de ces éléments. Et pour le numéro à venir, si vous avez des choses vous-même à contribuer sur ces angles, nous serons très contents aussi de les regarder. Catherine Muller qui est là dans la salle pour le soutien qu'elle donne à cette revue, et l'ANSSI bien sûr aussi, mais voilà, sans Catherine... J'allais justement le dire, puisque donc Catherine nous quitte,
Et donc, voilà, c'est aussi une façon de la remercier. C'est la première fois qu'on lance correctement un numéro. Et donc, évidemment, on peut lui dédier. Et on espère donc à l'avenir qu'on pourra lancer beaucoup de numéros différents. Et pourquoi pas, l'intelligence artificielle pourrait faire l'objet d'un numéro. Nous sommes également preneurs de toutes les velléités dans ces domaines. Hein, vous avez compris, l'idée, c'est de susciter le débat et la réflexion d'une manière large et interdisciplinaire. Et donc, évidemment, d'être aussi ouvert à l'extérieur, à vous. Et donc, d'entendre aussi des voix qui, parfois, peuvent nous surprendre. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous.